Bonjour tout le monde. Alors, Berenza Apoimo, c'est mon nom. Vos services comptables Inc., c'est mon entreprise. CPA fiscaliste, c'est ma profession. Je suis de retour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un sujet de la plus haute importance. Alors, investisseurs immobiliers, écoutez attentivement cette vidéo. C'est la saison des taxes, la saison des impôts au Canada actuellement et j'ai plusieurs clients qui sont des investisseurs immobiliers et qui font face à une situation actuellement que on rencontre de plus en plus qui s'intitule le changement d'usage. Alors, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Nous aurons peut-être 2 ou 3 vidéos sur le sujet, dépendamment de l'étendue, de la profondeur et si vous avez des questions. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, mettez la cloche de notification, tout ce que vous voulez, suivez-nous et surtout, partagez la vidéo. Suivez-nous sur tous nos différents médias sociaux et je vous garantis que cette vidéo est d'une valeur de entre 200 à 400 dollars de consultation. Alors, sans plus tarder, on va rentrer dans le sujet du jour. Alors, on parle de changement d'usage. Qu'est-ce que c'est qu'un changement d'usage à la base? Ça veut dire qu'on a une propriété, une résidence personnelle dans laquelle on habitait ou un membre de notre famille habitait régulièrement et on décide finalement de la transformer en un bien à revenu locatif notamment. Alors, il se provoque ce qu'on va appeler un changement d'usage et avec plusieurs conséquences. Alors, je fais un disclaimer dans cette vidéo. Cette vidéo ne concerne pas les ventes précipitées. Si vous voulez en savoir plus sur ce qu'on appelle des ventes précipitées, on en parlera plus tard, peut-être dans une autre vidéo. On est vraiment dans ce qu'on appelle un changement d'usage. Deuxième disclaimer sur cette vidéo, c'est que cette vidéo va comprendre des changements qui sont en vigueur depuis le mois de janvier 2024. Et donc, si vous avez des nouvelles depuis 1900 et quelques ou le début des années 2000, il se peut qu'il y ait des changements. Donc là, je vais vous présenter vraiment des changements assez récents. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez toujours aussi prendre un rendez-vous avec nous. Vous avez toutes nos informations sur nos différentes plateformes ou également regarder les sites de l'Agence du revenu du Canada et les différents folios pour vous informer davantage. Habituellement, lorsqu'on a une résidence principale et qu'on pense la vendre dans le futur, on voudrait pouvoir demander l'exonération de gains en capital sur cette résidence principale. J'ai fait le disclaimer concernant les ventes précipitées parce que pour ce cas, ce type de situation, on n'a pas de gain en capital qui va être caractérisé comme du revenu. On n'en parle pas ici. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc, nous parlons ici notamment d'un bien dont vous êtes propriétaire, soit vous ou votre conjoint ou conjointe. Si vous êtes dans la province du Québec, il faudrait également regarder les spécificités québécoises sur la propriété des biens. Normalement, il faut que le logement soit ordinairement habité. Alors, le logement que vous voulez demander l'exemption là-dessus devrait être habité soit par vous, soit par votre conjointe ou conjoint de fait, soit par votre époux, soit par votre enfant. Alors, c'est quand même l'âge, les différentes personnes qui peuvent habiter ordinairement un logement pour lequel vous pouvez décider de demander l'exemption pour résidence principale. Il faut savoir que le terme normalement habité est une question de fait. Alors, on analyse les différents faits pour savoir est-ce que vous avez réellement habité ordinairement votre habitation. Il faut noter aussi qu'une courte période peut quand même être valide. Alors, cette courte période ne doit pas être une période de revente précipitée, mais il y a des situations pour lesquelles une courte période peut également fonctionner pour la demande de l'exemption de résidence principale pour cette année-là. Ensuite, il y a certains types de locations qui pourraient ne pas empêcher aussi que vous demandiez l'exemption pour résidence principale. On appelle ça notamment des locations accessoires. Donc, ça ne devrait pas être
dans le cours normal de vos opérations de location normalement. Donc, si vous avez des questions sur les différentes spécificités, posez des questions, mettez des questions dans le chat ou vous pouvez toujours prendre un rendez-vous avec nous et ça nous fera plaisir de vous accompagner. Finalement, un logement pourrait aussi ne pas être considéré comme habité ordinairement, mais quand même remplir les conditions qui permettent justement de demander l'exemption principale, ce qui est la raison de notre vidéo, ce qu'on appelle le changement d'usage. C'est une circonstance qui habituellement n'aurait pas permis qu'on puisse demander l'exemption de résidence principale pour les années habitées, mais pour lesquelles il y a des possibilités de demander une exemption pour résidence principale pour ces années-là. Alors, pour ceux qui tomberaient sur cette vidéo, qui ne sont peut-être pas au Canada, cette vidéo est dans un contexte canadien, mais permettez-moi de faire une petite parenthèse pour expliquer qu'est-ce que c'est que l'exemption pour résidence principale. Alors, si vous êtes au Canada et que vous détenez une propriété pour laquelle vous habitez ordinairement, vous, votre conjoint, votre enfant, etc., les personnes notamment dont j'ai cité au début habitent ordinairement cette résidence. Si vous la vendez un peu plus tard, pour cette résidence, vous avez la possibilité de demander une exemption de résidence principale, ce qui va faire en sorte que vous ne payez pas d'impôt sur la vente de cette maison. Alors, je l'ai expliqué, le changement d'usage se produit lorsque j'ai ma résidence principalement dans laquelle j'habitais ordinairement, soit moi tout seul ou avec ma famille ou un membre de ma famille, et plus tard, je le mets en location. Quelles sont les conséquences d'un changement de ce type? Alors, au niveau du gouvernement, lorsqu'il y a un changement d'usage de notre propriété, on a ce qu'on appelle une disposition présumée. Ça veut dire que notre résidence principale est considérée comme ayant été vendue. S'il y a un gain là-dessus, on pourrait demander une exemption pour résidence principale ou pas. Alors, vous comprenez que dans la réalité, je n'ai pas réellement vendu mon bien, mais ce bien-là est considéré comme vendu et ça pourrait avoir des conséquences fiscales pour moi. Donc, admettons que sur cette propriété-là, je ne suis pas en mesure de demander l'exemption pour résidence principale pour X ou Y raison. Alors, je vais me retrouver en train d'avoir une facture fiscale, une facture d'impôt à payer sur ce bien alors que je ne l'ai pas réellement vendu, mais que j'ai simplement changé son usage. Ce qui va donc se passer, c'est que le gouvernement va me demander de trouver une juste valeur marchande de ce bien, de cette résidence-là, à laquelle je devrais indiquer comme mon prix de vente et la soustraire du coût duquel je l'avais acheté pour trouver mon gain à capital sur lequel je vais avoir à payer de l'impôt. Donc, qu'est-ce que la règle de changement d'usage dont je vais vous parler aujourd'hui aura comme effet? Le gouvernement a mis en place un choix fiscal qui peut être fait, notamment un choix en vertu de la loi de l'impôt sur le revenu. Cet article, ce que ça nous permet, c'est de considérer, de continuer à considérer notre résidence principale, même si elle est en location, comme une résidence principale toujours, mais ce pendant une durée de 4 ans uniquement. Alors, pour se prévaloir de ce privilège, parce que oui, ça en est un, c'est un privilège, il y a des choix fiscaux à faire dans sa déclaration d'impôt, il y a des formulaires aussi à remplir, à signer et à transmettre soit à l'Agence de revenus du Canada ou à Revenu Québec. Et pour se prévaloir de ces choix-là, pour que ce soit considéré, pour que le changement d'usage soit noté, mais que vous soyez considéré comme toujours ayant votre résidence principale. Alors, ce que ça va permettre, c'est que vous allez bénéficier, vous aurez la possibilité de continuer à bénéficier de l'exemption pour résidence principale durant ces 4 années
successives. Il y a quelques aspects à noter, notamment lorsque vous faites ce choix. Ça veut dire que si vous décidez durant une des 4 années, donc durant une année ultérieure, à revenir sur votre décision pour une raison ou pour une autre, vous voulez faire cesser ce choix, la disposition présumée qui avait été annulée, si on peut le dire comme ça, ou retardée beaucoup plus, par l'effet du choix qu'on a fait, va revenir en place. Ça veut dire que l'année que vous allez décider de revenir sur votre choix, eh bien, vous aurez une disposition présumée le premier jour de cette année-là. Une autre chose aussi qui pourrait annuler votre choix fiscal effectué serait de réclamer la DPA sur le logement loué. Alors, vous savez que la DPA au niveau comptable, c'est comme une dépense, une dépréciation du logement. Alors, le gouvernement ne veut certainement pas que vous puissiez en même temps bénéficier d'une exemption pour cette année-là que vous serez déjà en train de louer, mais que vous allez quand même bénéficier en tant qu'année d'exemption et en même temps bénéficier de l'usure ou de la dépréciation de votre bâtiment. Donc, ce sont deux choses à faire attention si on veut revenir sur sa décision ou si on a l'intention de déclarer la DPA ou dans les dépenses qui vont être associées à cette location. Ça va faire en sorte d'annuler notre choix fiscal. Il faudrait aussi noter qu'il y a des circonstances dans lesquelles l'ARC, l'Agence du revenu du Canada, permettrait même un choix tardif de ce choix-là, alors qui pourra être fait rétrospectivement pour les années qui seront passées. Cependant, je vous invite à discuter avec un professionnel pour savoir comment effectuer ce type de choix et les conditions à remplir dans ce type de situation. Alors, comme je l'ai mentionné, ce changement d'usage est valide pour une durée de 4 ans, même si vous, votre conjoint ou conjointe de fait, votre époux ou épouse, ou même votre enfant n'a pas normalement habité le logement au cours des 4 années. Ça veut dire que vous avez cessé de l'habiter et vous l'avez mis en location. Donc, ce choix est valide pendant 4 ans pour lequel vous allez pouvoir quand même utiliser votre exemption pour résidence principale durant ces 4 années-là. Les conditions sont notamment d'être un résident du Canada, ou un résident réputé. Donc, vous ne pouvez pas être un résident extérieur au Canada et vouloir bénéficier de cette exemption-là au Canada. De plus, il faudrait aussi désigner ces années-là comme des années de résidence principale, auquel cas vous n'allez pas bénéficier de l'exemption pour résidence principale. Alors, ce sont les deux conditions principales à remplir dans cette situation après avoir effectué le choix ou si vous voulez vous prévaloir de ce choix fiscal. Il faudrait aussi noter que les conditions régulières de résidence principale continuent de s'appliquer. Ça veut dire que vous ne pouvez demander l'exemption que pour une seule résidence. Et ça arrive qu'il y ait des gens qui vont changer d'usage d'une propriété tout en ayant une autre propriété. Ça veut dire que j'habitais dans cette maison, j'ai cessé de l'habiter, je l'ai mise en location, mais par contre, j'ai aussi un deuxième logement. Ça peut être une deuxième maison que j'habite, ça peut être un chalet ou une autre propriété que je possède ou un membre de ma famille, donc conjoint, conjointe, conjointe de fait, enfant. Et je ne pourrais demander l'exemption pour résidence principale que sur une seule des deux résidences ou une seule des multiples résidences. Pour illustrer un peu plus clairement le portrait de ce à quoi ça ressemble, prenons un petit exemple chiffré. Ça veut dire que j'habite ma maison, je l'ai achetée en 2020. J'ai habité de 2020 à 2024. En 2024, j'ai déménagé ou alors disons que j'ai été affectée pour un emploi de 2024 à 2028. Et ensuite, je suis revenue dans ma maison
de 2028 jusqu'à 2020. Donc, vous voyez qu'il y a 4 ans entre 2024 et 2028 dans lequel j'ai loué ma maison. Donc, si le gouvernement n'avait pas permis cette mesure, j'aurais eu une première disposition présumée de ma maison en 2024, donc une vente avec une exemption. J'aurais eu de 2024 à 2028 une deuxième période qui aurait été une période de location et le changement d'usage lorsque je serais revenue habiter dans ma maison en 2028 aurait de nouveau engendré une nouvelle disposition répétée pour laquelle j'aurais les 4 années de 2024 à 2028 durant lesquelles j'aurais à payer de l'impôt et ensuite de 2028 jusqu'à 2020 que j'aurais pu demander encore de nouveau l'exemption pour résidence principale. Donc, vous voyez que ça fait beaucoup de mouvements. Ça fait aussi de l'impôt à payer durant une certaine portion des années. Alors, ce choix-là est venu alléger un petit peu différents contribuables qui peuvent être dans différentes situations. Donc, notamment si vous avez à déménager et que vous n'êtes pas certain encore de l'endroit où vous allez, ou alors vous déménagez, vous allez quelque part ailleurs, mais vous mettez votre maison en location, ça peut être temporaire, ça peut être permanente aussi, juste vous donner un peu de temps de souffler, de vous retrouver. Vous pouvez toujours faire ce choix fiscal-là dans ces différents types de conditions qui va être valide 4 ans. Et après, le temps de réfléchir, d'y penser, si vous voyez que vous voulez continuer simplement à la louer, eh bien, les années qui vont excéder les 4 ans vont être celles qui vont faire partie de votre disposition lorsque vous vendrez réellement la maison. Ou sinon, si vous décidez de revenir l'habiter, il n'y aura pas d'impact à ce moment donné si vous vous êtes prévalu de votre choix. Alors, 2 questions essentielles que je reçois beaucoup dans ce type de consultation, de discussion avec les clients sont notamment: est-ce que je dois déclarer les revenus et les dépenses lorsque j'ai fait mon choix fiscal? Donc, parce que mon choix fiscal me permet de continuer à considérer ma résidence qui est en location comme ma résidence principale. Alors, est-ce que je dois quand même déclarer les revenus et les dépenses associées à cette location? Et la réponse est oui. Alors, vous devez quand même déclarer vos revenus nets de vos dépenses dans votre déclaration d'impôt. Mais à faire attention aux points mentionnés au départ, il ne faudrait pas avoir demandé de la déduction, donc de la DPA, c'est-à-dire de l'amortissement sur votre bâtiment, auquel cas ça va annuler votre choix et créer la disposition présumée l'année durant laquelle vous auriez demandé cet amortissement. La deuxième question que je reçois également à ce niveau est: Vérensa, qu'est-ce qu'il arrive si mon déplacement n'est pas dû pour des raisons volontaires? Alors, ça voudrait dire, qu'est-ce qui se passe si je fais plus que 4 ans, mais que le déplacement a été engendré par certaines circonstances? Est-ce qu'il y aurait moyen de pouvoir excéder le 4 ans requis par la loi? Eh bien, l'autre réponse que j'aurais à cette question, c'est oui. Cependant, cela arrive dans des conditions très particulières, notamment si vous habitez normalement un logement en raison du changement de lieu de votre emploi. Donc, votre employeur vous affecte dans un nouveau lieu de travail qui est à plus de 40 kilomètres de votre ancien logement. Ça pourrait faire partie des conditions qui pourraient être à vérifier pour pouvoir excéder la période de 4 ans requise par le gouvernement. Cependant, durant cette période-là, il faudrait que vous ne soyez pas lié à votre employeur. Donc, c'est pas un membre avec qui vous avez un lien de dépendance. Et ça, je vous invite à consulter votre fiscaliste pour comprendre vraiment la notion de lien de dépendance. Votre employeur ne doit pas être votre fils, votre conjoint. Voilà. Ça, c'est ce qu'il faut. Il faudrait que ce soit vraiment lié à une condition de travail qui excède le 40 km de votre ancien logement. Il faudrait aussi que lorsque vous décidez de revenir dans votre
ancien logement, vous soyez encore en emploi chez cet emploi qui vous a affecté. Alors, je m'explique. Disons que vous avez été affecté pour une période de 6 ans. Si votre affectation termine au bout des 6 ans, il faudrait que lorsque vous reveniez dans votre maison, vous soyez quand même encore en emploi chez cet employeur-là. Ou alors, si votre emploi chez cet employeur devrait terminer, il faudrait que avant la fin d'année qui va suivre la fin de cet emploi, que vous soyez revenu dans votre maison. Donc, supposons que votre emploi se termine en juin 2025. Vous avez jusqu'à la fin d'année, donc au 31 décembre 2025, pour être revenu dans cet ancien logement parce que vous avez excédé la période de 4 ans en raison de cet emploi. Ça pourrait aussi être parce qu'il y a eu un décès. Alors, si vous avez été affecté pour une durée indéterminée et que vous êtes, disons, à votre 8e année à l'extérieur en raison de votre emploi et que vous décédez, eh bien, ça, c'est une condition, c'est une circonstance qui n'est pas prévue. Alors, les 8 années pourront quand même être considérées à condition bien sûr que les autres conditions soient également respectées, notamment qu'on ne soit pas lié à l'employeur, que le logement soit toujours plus que 40 km de l'ancien logement, etc. Je termine donc cette vidéo en vous disant que je vous ai parlé d'un cas de changement d'usage, mais il y en a plusieurs. Alors, j'ai parlé du cas pour lequel j'ai une résidence principale pour laquelle je change d'usage, donc je commence par exemple à la louer. L'inverse aussi peut être possible et aura aussi différentes conditions, différentes situations, différents choix fiscaux. Je pourrais aussi changer d'usage pour une partie simplement de mon logement et l'inverse. Je pourrais avoir aussi un logement qui est déjà en location ou alors qui a raison commerciale par exemple pour lequel je fais aussi un changement d'usage à l'inverse pour une partie seulement du logement. Donc, je reviens habiter dans une partie uniquement de ce logement. Et nous aurons la chance de parler de ces autres types de changement d'usage dans une prochaine vidéo. Alors, n'hésitez pas vraiment à me dire si ce sujet vous a touché, si ça vous a allumé, si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo. Ça nous motivera probablement à en faire d'autres comme celle-ci. Et surtout, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner et aussi à partager. N'hésitez pas aussi finalement à nous donner un coup de fil, venir en consultation. Nos tarifs, écrivez-nous, nous vous donnerons nos tarifs de consultation. Effectivement, vous vous rendez compte que on ne pourra pas, des vidéos comme celle-ci sont à usage global. Il y a plusieurs détails, il y a plusieurs cas en fonction des circonstances. Il peut y avoir plusieurs détails qui font en sorte que pour un cas, ça s'applique et pour un autre, ça ne s'applique pas. Alors, je vous invite à ne pas hésiter à venir nous voir parce que ça peut être réellement bénéfique pour vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de vos services comptables. Abonnez-vous!